Clément. Mon père est né à Sainte-Lucie. Ma mère, elle est née à Saint-Hippolyte, Armandine Sylvain. Elle est née le 10 juin 1914 et mon père, c'est le 27 février 1917. Et c'est ça, ils se sont rencontrés à Saint-Hippolyte. Ils se sont mariés à Saint-Hippolyte. Moi, j'ai toujours vécu Saint-Hippolyte, Lac-Lachigan. J'ai fait mes études dans une petite école de rang. Elle était située à peu près 1,5 km de la maison, en s'en allant plus vers le bout du lac Lachigan. Alors, on marchait à l'époque, il n'y avait pas d'autobus scolaire. Là. Hiver comme été, puis l'hiver, quand il faisait trop froid, parce qu'on avait des gros hivers avec beaucoup de neige, alors s'il faisait vraiment trop froid, papa venait nous conduire à l'école. Mais c'était très rare. Mes sœurs étaient plus vieilles que moi, parce que j'ai 6 ans de différence avec ma sœur la plus vieille, puis j'ai 4 ans et demi de différence avec ma sœur du milieu. Alors, elles avaient le droit d'y aller en ski l'hiver. Pour moi, j'étais trop petite. Puis il y avait une petite pente, on montait une petite pente pour aller à l'école Durand, c'était l'école numéro 7. Et quand on revenait, là, on descendait la petite pente, mais ma sœur avait pitié de moi, parce que moi, je n'avais pas le droit des skis, parce que j'étais trop petite, c'était trop dangereux. J'allais sur ses skis en arrière, puis elle me faisait descendre la petite côte. Alors, l'école numéro 7, c'était Thérèse Racine, qui demeure à Saint-Jérôme. Ça a été mon premier professeur. Puis Thérèse Racine demeurait à Saint-Hippolyte, près du lac Conley. Ses parents demeuraient là. Ça a été le premier professeur de l'école numéro 7. Je pense qu'elle avait 17 ans ou 18 ans. Et puis, c'était des écoles un petit peu à la Émilie Bordelot, avec toutes les classes dans la même petite pièce, dans la même classe, tous les niveaux, première à 4e année. Puis même, ça peut être une en 7e année. Ma sœur était toute seule parce qu'elle était plus vieille. Mais ça avait plusieurs niveaux. Et puis, on apportait notre lunch l'hiver à l'école, s'il faisait trop froid, ou on revenait le midi pour manger, puis on retournait à l'école, ou ma grand-mère, la mère de ma mère, du côté maternel, demeurait mi-chemin entre l'école et chez nous. Sa maison était là. Alors, on allait souvent dîner là. Alors, j'ai fait ma première, deuxième, troisième, 4e année au lac, et c'est mon papa qui a fait construire l'école. Il était président de la commission scolaire de Saint-Hippolyte. Et ils ont regroupé les écoles de rang pour les amener à Saint-Hippolyte. Alors moi, j'ai fait mes 4 premières années au Lac-Lachigan. Puis, Thérèse Racine avait dit à mon père, parce qu'il fallait avoir 6 ans avant le 30 septembre, comme aujourd'hui, pour commencer. C'est 6 ans avant le 30 septembre. Mais moi, j'avais 6 ans le 11 octobre. Il y avait juste 2 semaines. Juste pour 2 semaines. Alors, mon père avait dit à Thérèse Racine, il dit, tu la prendrais-tu pareil? Bien, elle dit, je vais la prendre si elle sait compter jusqu'à 10, puis écrire son nom. Aujourd'hui, les enfants vont beaucoup plus que ça. Ils ont beaucoup plus de moyens aujourd'hui pour apprendre. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé, moi, à 5 ans. Alors, j'ai fait mes 4 premières années. Ensuite, j'ai fait ma 5e, 6e, 7e à Saint-Hippolyte. Et ma sœur Monique m'a enseigné ma 7e année. Donc, j'ai 2 sœurs professeurs. Alors, Monique m'a enseigné ma 7e année. J'ai fait ma 8e, 9e. 5e, 6e, 7e, 8e, 9e Saint-Hippolyte. Et ma 10e s'arrêtait à la 9e. Ma 10e année, je suis allée à Saint-Jacques, au couvent. OK. Et ça, Saint-Anne. Oui. Et ma 11e à Rawdon. Ma 11e année. Et moi, j'ai mes 2 sœurs professeurs. Moi, je suis infirmière. Alors, pour commencer mon cours d'infirmière, les sœurs étaient très, très strictes. Il fallait avoir 17 ans et 6 mois pour débuter. Pas 4, pas 5, 6 mois. J'étais trop jeune. Je ne l'avais pas.
Alors, j'ai fait ma 12e ici à Mère-Marianne, qui est maintenant La polyvalente. polyvalent, voilà. Alors, j'ai fait ma 12e ici. Puis ensuite, moi, je suis partie tôt. Je suis partie tout de suite après, quand j'avais 17 ans et demi. Ça prenait 17 ans et demi. Je suis allée faire mon cours d'infirmière à l'hôpital Notre-Dame. Okay. Et je ne suis jamais revenue réhabiter. J'ai toujours habité Montréal ou Laval. Il a fallu qu'ils trouvent un moyen, quand il y a eu la pandémie de tuberculose, pour enrayer ça, là. Alors, ils ont, je pense que c'était l'hôpital Saint-Luc, avec l'hôpital Saint-Luc, l'Institut Brichézy de Montréal recevait et soignait ces familles-là tuberculeuses. C'est là qu'ils ont ouvert le camp Brichézy, en l'honneur de Monseigneur Brichézy. C'était des enfants, c'était une colonie de 600 enfants qui venaient de familles tuberculeuses. Mais ces enfants-là n'avaient pas du tout la tuberculose. Mais ils venaient passer 2 mois de vacances au grand air avec des conditions d'hygiène vraiment exceptionnelles pour aider à enlever cette pandémie qui était la tuberculose à l'époque, qu'on appelait la peste blanche. Moi, j'ai 2 sœurs. Je suis la plus jeune de la famille. J'ai ma sœur Monique, j'ai ma sœur Liliane. Nous avons vécu, nous sommes nés là, dans cette maison-là, et nous avons vécu toute notre vie dans la maison du gardien. On appelait ça la maison du gardien. C'était la maison qui était à l'entrée des terrains du camp Brichézy, avec un beau toit rouge que mon père et ma mère entretenaient minutieusement. C'était toujours très propre et très bien. Alors, le quotidien, moi, si je peux vous raconter un petit peu le quotidien, c'est que mon père était le responsable de la maintenance. Mon père, c'est un homme à tout faire. Il faisait tout, il construisait, il a construit les dortoirs parce que ça s'est agrandi au fur et à mesure, parce que ça a été ouvert dans les années entre 1925 et 1930, je crois, le camp Brichézy à ses débuts. Et lui, il a continué ce travail-là à partir de 1940, parce qu'il a été embauché en 1940. Alors, il faisait tout. Il avait sa petite boutique qu'il avait construite avec tous les accessoires, tous les instruments, tous les outils. Il partait le matin, parce que mon père se levait très tôt le matin. Il partait, puis on le voyait à l'heure du dîner, parce qu'il revenait à l'heure du dîner, puis il repartait. Puis, étant donné les commodités de l'époque, on pouvait pas, il n'y avait pas de cellulaire, pas de moyen de l'appeler, puis souvent, puis le terrain des camps est très grand, très vaste. Lui, il pouvait être aussi bien dans les dortoirs en train de réparer une toilette ou une toilette qui est bouchée ou un évier ou n'importe quoi. Alors, ma mère l'appelait. Parce que la maison principale, quand ils avaient besoin, appelait chez nous, il y avait comme un petit intercom. Monsieur Clément répondait, puis elle disait qu'il y avait besoin. Alors, ma mère l'appelait à voix comme ça, « Josapha! » Puis il l'entendait, qu'il soit n'importe où sur le terrain, elle avait une voix qui portait. Alors ça, c'était le quotidien. Au niveau des enfants, les enfants, bon, il y avait 300 garçons, 300 filles qui arrivaient en autobus à la fin de la période scolaire. Et puis, nous, la maison était du côté des garçons. Tandis que les filles, les 300 filles, étaient plus loin sur le terrain. On les entendait moins. Mais nous autres, on avait les garçons, le terrain de jeu était juste à côté de chez nous, là. Le terrain de jeu, le réfectoire où ils allaient manger. Puis, il y avait le lac qui était juste en face. Avant d'arriver en autobus, avant qu'il y ait le service des autobus qui les amène au lac, c'était par train. C'était le train qui partait, je pense, de la gare Jean-Talon à Montréal et qui amenait les enfants en train ici à Saint-Jérôme, parce qu'il y avait la gare à Saint-Jérôme, et c'était un ou plusieurs camions, je ne le sais pas, mais ils embarquaient c'était des boîtes ouvertes de camions, là. Tu sais, qu'on s'assoit tout le monde. Alors, peut-être le camion venait puis il venait chercher un autre batch, je ne sais pas. Alors, le quotidien, c'était que les enfants se levaient le matin, 600, là. Alors, mais c'était discipliné, c'était tellement beau à voir. C'était vraiment très discipliné. C'était en rang, là.
C'était en rang. Alors, ils se levaient le matin, on les entendait. Nous autres, la maison était juste à côté, alors ils allaient déjeuner au réfectoire. Il y avait un côté pour les garçons et un côté pour les filles. Ils n'étaient pas mêlés, les garçons et les filles. Et puis, il y avait une petite salle à dîner qui était pour le personnel. Le personnel allait manger aussi. Alors, ils déjeunaient le matin. Ensuite, ils allaient au terrain de jeu. Ils avaient des activités aussi. Et puis, les enfants allaient se baigner tous les avant-midi. Alors, ils allaient mettre leur maillot de bain dans les dortoirs, parce qu'il y avait les dortoirs. 3 dortoirs chez les garçons, 3 dortoirs chez les filles, 100 par dortoir. Ils allaient se baigner. Ensuite, ils allaient manger. Puis, ils allaient se coucher, parce qu'il y avait toujours la sieste après le repas. Alors, étant donné que les enfants faisaient leur sieste après le repas, ma mère ne voulait pas que nous, on fasse du bruit, puis c'était calme sur le tout le monde. Alors, nous aussi, on faisait notre sieste en même temps. Puis, quand ma mère nous réveillait, et là, les petites filles, c'était le temps d'aller se baigner. Mais là, ça ne nous tentait pas tellement parce qu'on sort du lit, puis là, il fallait s'en aller dans le lac. Puis c'était pas chaud, le lac, c'était pas une piscine chauffée, là, à 90 degrés. Alors, on allait se baigner, mais on allait se baigner toujours après les enfants. Parce que les enfants se baignaient, ils les lavaient. Les moniteurs lavaient les enfants à tous les jours, un par un, avec du savon dans l'eau. Alors, ensuite, ils retournaient jouer. Ils allaient manger aussi, puis il y avait toujours le bénédicité. Ça, c'est important. On les entendait là, sans... C'était comme magique. J'ai encore cette mélodie-là en tête. Là. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Tous les repas, on entendait ça. Ensuite, le soir, à 7 heures, il y avait le... Moi, je dirais bien ça. La prière. C'était la prière. Alors, les enfants arrivaient, puis il y avait des tambours. Il y a un gros tambour, petit tambour, pour ils entendaient venir, là, des dortoirs. Puis ils s'en venaient juste parce qu'il y avait une statue de la Sainte Vierge en avant, qui est encore là, d'ailleurs. Alors, statue de la Sainte Vierge. Les 300 enfants, garçons, venaient du côté des garçons. Les 300 filles venaient du côté des filles. Ça arrivait tout en même temps, 2 par 2, des belles rangées droites comme ça, chaque côté. Puis, les moniteurs avaient une ligne aussi. Puis, il y avait toujours la prière du soir. C'était... Ô Vierge, tu t'élèves, ô notre unique espoir, entends notre prière, ta prière est le chant du soir. Ça, c'était tous les soirs. Puis il y avait un drapeau, puis tous les soirs, ils baissaient le drapeau. C'était vraiment protocolaire. Ils pliaient le drapeau comme il faut, puis le serraient pour la nuit. Le matin, ils remettaient le drapeau. Puis il y avait aussi, le soir, il y avait des feux de camp, des beaux feux de camp, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la campagne, c'est noir. Il n'y a pas aucune lumière de ville, rien, là. C'est vraiment le ciel étoilé, noir, noir, noir. Le gros feu de camp qu'ils faisaient sur le terrain de jeu, c'était immense. Ce n'était pas des petits feux de camp, là, ils montaient là, vraiment des poutres, là, puis il y avait des bancs autour, puis les gens chantaient. Les gens dansaient autour du feu. Là. Il y avait comme des farandas, ça circulait autour du feu en chantant. Les gens qui s'occupaient des enfants étaient divisés en 2. Il y avait les bleus et les vertes. Les bleus avaient un uniforme bleu. Ça, c'était les personnes qui travaillaient à la cuisine. Parce qu'on s'entend que pour nourrir 600 enfants par jour, 3 repas, il y en avait des carottes, puis des légumes, puis il y en avait de la popote à faire. Alors ça, c'était les bleus. Il y avait aussi les marmitons. Les marmitons avaient leur petite maison à côté du réfectoire. C'était les cuisiniers, finalement, qu'on appelait les marmitons. Puis les vertes. Les vertes avaient une robe verte et elles s'occupaient des enfants. C'était les monitrices pour les enfants. Alors, quand les enfants étaient couchés dans les dortoirs, il y avait toujours, je pense, ces 2 surveillants par dortoir. Puis il y avait une petite cellule, c'était 2 par dortoir, mais
les autres étaient comme en congé, puis probablement que c'était à tour de rôle qui faisaient leur rotation pour aller dans les dortoirs. Alors, c'est sûr que le soir, les gens voulaient, parce que c'était des gens qui avaient quoi, entre 18 et 20 quelques années, les moniteurs. Alors, on avait une salle, comme une grande salle, que mon père avait construit avec d'autres personnes aussi. Ça s'appelait le pavillon Jarry. Alors, pour occuper les jeunes adultes à l'époque, c'était du folklore. C'était du folklore. Alors, c'était de la musique de folklore et les gens dansaient. Même nous, on y allait le soir. On se mêlait, on avait le droit. Parfois, les moniteurs aussi pouvaient sortir du camp. Il y avait des genres de petits. C'était pas un restaurant, c'était un genre de. Comment on peut appeler ça? Une petite salle de danse, il y avait un petit peu de musique. C'était pas des musiciens live, là, c'était comme des jukebox, là. Ils mettaient de l'argent puis avec les disques à l'époque. Ça s'appelait Le Chêne. Il y avait la maison principale. La maison principale, c'était l'endroit où la directrice des camps, parce ça prenait une directrice, qui était, moi j'ai connu Garde Normando, c'était des infirmières, c'est drôle, je ne sais pas pourquoi. C'était Garde Normando, Garde de l'An, puis la dernière que j'ai, Garde la Voie, Garde Normando, c'était la dernière. Alors c'est sûr que les directrices avaient une chambre à la maison principale, c'est tout comme la maison. C'est ça, on l'appelait principale, c'est la maison principale où la gestion était là. Alors la directrice, elle était là. Et il y avait aussi des monitrices qui couchaient là parce qu'il y avait aussi des chambres. Et puis le soir, il y avait des beaux foyers au bois, là, vraiment des gros foyers. Puis il y avait, c'était des tourne-disques, hein? C'était des disques, des vinyles, là, des petits 45 tours puis des 33 tours. Puis c'était quoi? De la musique classique. C'était des chansonniers, Félix Leclerc, entre autres, que moi je me souviens, là, qui m'avait frappé à l'époque. Alors les gens pouvaient écouter de la musique le soir, pouvaient jouer aussi, il y avait des jeux de société. C'était comme un grand salon. Il y avait un grand salon, on pouvait faire de la lecture. Il y avait aussi la buanderie, parce qu'il faut laver tout ce linge-là. Alors c'était Madame Labelle, je me souviens de son nom, qui était responsable de la buanderie. Alors, la buanderie, c'était un endroit où il y avait des grosses lessiveuses. C'était pas des petites lessiveuses, c'était des grosses. On appelait ça des barattes. Puis elle ouvrait ça, là, la grosse baratte, parce qu'il fallait laver les draps. Puis il y en avait beaucoup, parce que les enfants, il y en a beaucoup qui faisaient au lit la nuit. Alors, c'était du lavage à tous les jours, et il n'y avait pas de sécheuse. C'était des cordes à linge. J'ai revu encore les grandes cordes à linge. C'était tout fait à la main. Puis il fallait plier ça ensuite, ces draps-là. Ils se mettaient 2 par 2. Un au bout, l'autre. Puis là, ils pliaient tous les draps. Les jours de pluie, il y avait des salles de jeu. Alors, il y en avait une du côté des filles et il y en avait une du côté des garçons qui était à peu près la même grandeur que les dortoirs, cet écran-là. Et la fin de semaine, le samedi, il y avait un film. Il y avait présentation de films. Alors, si les garçons et les filles allaient au même film, dans la même salle, les garçons étaient d'un côté et les filles étaient de l'autre, assis à terre. Pas de banc, là. Tout assis par terre. 600 petits-enfants. Puis il y avait quelques bancs en arrière pour les moniteurs. Puis nous, bien, on avait ce privilège-là aussi qu'on pouvait aller voir les films. Mais nous, on avait le dos au petit banc. On ne s'assoyait pas. Jamais qu'on était en contact direct avec les enfants. Il y avait des cours de natation. Oui, il y avait des cours de natation. La Croix-Rouge, c'est-à-dire que les moniteurs, parce que parmi les moniteurs, il y en a toujours qui sont plus habiles dans un domaine que dans l'autre. Alors, ils donnaient des petits cours de natation aux enfants. Puis la Croix-Rouge, pour pouvoir les certifier, parce qu'à l'époque, c'était des... On cousait ça après notre maillot de bain, là. C'était comme un genre de batch, là, en tissu, puis on cousait ça. Puis il y avait des
blanc, les niveaux. C'était des niveaux, finalement. Puis c'était la Croix-Rouge qui décernait ça, parce qu'il fallait que ça soit comme réglementé. Hein? Alors, la Croix-Rouge, puis nous, j'avais le droit aussi. Je faisais mes longueurs, puis on avait passé nos badges là, avec la Croix-Rouge. Il y avait aussi, ce que je me souviens, c'est qu'il y avait une petite cabane sur le bord de l'eau, puis en cas de feu. En cas de feu, il y avait un gros boyau, puis il branchait dans l'eau, il y avait le lac juste à côté. Mais ça prenait la pompe, ça prenait le moteur pour pousser l'eau s'il y avait un feu, puis il y avait beaucoup long de boyaux. Je me rappelle, mon père faisait venir les moniteurs, puis il leur expliquait comment fonctionnait pour s'ils n'étaient pas là, parce que mon père n'était pas toujours sur le terrain, pour qu'ils puissent s'en servir, mais je pense qu'ils s'en sont jamais servis. L'infirmerie, il ne faut pas oublier l'infirmerie. L'infirmerie, il y avait un petit dispensaire, il y avait toujours une infirmière, et il y avait un petit hôpital. Il y avait une petite section où il y avait des petits lits et des petites chaises berçantes, parce qu'ils étaient jeunes, les enfants commençaient des petites chaises berçantes. Les enfants, des fois, ils étaient hospitalisés là. Au lieu d'aller coucher dans leur dortoir, bien, ils passaient un certain temps là, avec une surveillante la nuit. Un petit dispensaire. Alors, un petit dispensaire, ça peut être n'importe quoi, sur 600 enfants. Hein? Tu tombes, tu t'accroches, une petite foulure, bon. Et puis, une fois par semaine, c'était docteur Autotte. Il y a eu d'autres médecins avant, mais moi, j'ai connu le docteur Autotte, qui venait une fois par semaine de Montréal, il habitait à Montréal, pour les cas un petit peu plus lourds. Alors, il venait s'il y avait des prescriptions à faire de médicaments ou des antibiotiques ou s'il y avait quelque chose de plus qui nécessitait un médecin. Finalement, lui, il venait faire sa visite. Les parents n'avaient pas droit du tout de visite. Pourquoi? Parce que les enfants, s'ils voyaient, c'était jeune, hein, 6 à 12 ans, c'est pas tellement vieux, un petit peu plus de 6 ans, s'il voit son père ou sa mère part pendant 2 mois de temps, mais il va peut-être vouloir retourner avec son papa et sa maman. Il s'ennuyait. Alors, pour éviter ça, aucune visite. Puis même, il y a eu des fugues. Des enfants qui ont fugué. Pourquoi? Parce qu'ils s'ennuyaient. Ils voulaient retourner à la maison. Alors, quand on appelait mon père, puis qu'on disait, « Monsieur Clément, on en a perdu un. » Ou « On en a perdu une. » Alors, mon père prenait son camion, puis on faisait le chemin pour se rendre jusqu'à Saint-Hippolyte, puis il les trouvait sur le chemin. Il les ramenait. Et il y avait, c'est ça, il ne faut pas oublier, parce qu'il y avait les bienfaiteurs, hein, c'était les Kiwanis. Oui. Les Kiwanis. OK. K-I-W-A-N-I-S, je pense. Moi, j'ai connu les Kiwanis. Probablement qu'il y a eu d'autres organismes avant que je ne sais pas s'il n'y avait pas les Richelieu, mais moi, j'ai connu les Kiwanis. Puis quand une fois par été, c'était des bienfaiteurs. Hein? C'était des gens qui s'investissaient, qui essayaient de trouver des moyens pour récolter des sous et pour faire vivre le camp, finalement, parce que ça coûte cher, rouler toutes ces bâtisses-là et tout ça, et l'électricité. Alors, c'est ça. Alors, une fois par année, quand on recevait les Kiwanis, oh, ça, c'était important. Alors, c'était des gens... mon père organisait sur le terrain de la maison, parce qu'on avait un grand terrain. Il avait un grand terrain, il y avait du gazon, tout ça. Et il mettait sa grande table d'art avec une nappe. Et c'est sûr que les gens prenaient, comme tout le monde, hein, quand c'est un party, un petit apéro. Hein, c'est sûr qu'il y avait un peu d'alcool. Alors les gens, ils les recevaient avec un peu d'alcool. Puis ils servaient comme barman. Mon père a tout fait. Il était le barman. Puis nous, on aidait aussi. S'il manquait quelque chose, on l'apportait. Puis là, il recevait les gens. Puis c'était important parce que c'était des gens... tu sais, dans notre petite tête d'enfant, c'était des gens qui étaient... c'était eux qui aidaient en grande partie à la survie du camp. Alors, c'était les piliers du camp, dont le président, c'était M. Boyer. Puis le président des camps, ça se trouvait être le patron de mon père.
et il était le président de la Banque provinciale à Montréal. Et il fallait bien les recevoir, ces gens-là, parce que c'était des gens de marque, c'était des gens importants. Alors, cette journée-là, il fallait qu'elle soit réussie. Et ils allaient manger à la cafétéria. Ils leur faisaient passer une journée, puis ils visitaient le camp, parce que ce sont eux qui investissaient. Alors, ils venaient voir est-ce que c'est tout bien contrôlé, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce qu'il y a quelque chose autre qu'on peut faire pour améliorer. Parce que ça s'est toujours comme développé. Ils ont construit des dortoirs. Ça a pris de l'expansion, finalement. Disons qu'à l'époque, le dimanche, c'était la journée du Seigneur et on ne travaillait pas. OK. On ne travaillait pas le dimanche. Alors, mais s'il y avait des urgences, oui, c'est sûr que s'il y avait une urgence, il y allait, mais il ne travaillait pas. Le dimanche, ça, je me rappelle. Le samedi, c'est vague. Le dimanche, non, sauf urgence. L'été, c'était la période... mon père était il n'arrêtait pas, là. C'était très, très tôt le matin, puis il pouvait t'appeler le soir, il était toujours comme... Mais quand les enfants n'étaient plus là, c'était moins exigeant. Il travaillait beaucoup, mais il y avait moins d'urgence. C'est sûr qu'il fallait qu'il déneige toutes les couvertures, parce que c'était pas fait plus solide qu'il faut. Alors, il fallait enlever la neige sur les couvertures. Ça en faisait beaucoup. C'est sûr qu'il y avait quelqu'un qui venait l'aider. Mon père réparait tout aussi. Le bois, il y avait beaucoup de bois, beaucoup de marches, beaucoup d'escaliers en bois. Alors, il fallait qu'il répare tout, il peinturait tout. J'ai pas vu mon père arrêter beaucoup. Ma grand-mère, la mère de ma mère, elle recevait dans le temps des fêtes, mais à un moment donné, avec la famille, parce que c'était 71 avec les enfants, et 11 enfants, ça fait beaucoup d'enfants, puis ça fait une grosse famille. Alors, 71, c'était impossible de recevoir dans une maison privée. Alors, elle louait une salle ici à Saint-Jérôme. Et un traiteur, on avait un repas chaud, elle avait 2 musiciens qu'elle engageait et on dansait. Ça, c'était le midi, c'était toujours le jour de l'an midi. Ça, c'était la grande rencontre des cousins-cousines. Et le soir, la même journée, le 1er janvier, c'était du côté de mon père, de mon papa, c'était... ici, à Saint-Jean, en s'en allant vers Bellefeuille, en face du cimetière, en s'en allant vers Bellefeuille, maintenant c'est Bellefeuille que ça s'appelle. Secteur Bellefeuille. Secteur Bellefeuille, le cimetière, puis la maison était presque en face. Puis c'était encore là, le gros party. Mais c'était pas du tout la même atmosphère. Chez mes grands-parents, Sylvain, parents de ma mère, il n'y avait pas de musiciens. Tandis que chez les parents de mon père, c'est Cabouche qui appelait, il n'appelait pas ça de l'harmonica, il appelait ça de la musique à bouche. L'autre, c'était l'accordéon, l'autre, c'était le violon. C'était le party. C'était le party. Puis, mon père était un chanteur. Mon père chantait très bien, hein. C'est un chanteur, mon père. J'ai oublié de dire, mais à Saint-Hippolyte, il a été maître chante qu'on appelle, il y avait la chorale. Et nous, on faisait partie de la chorale. Oui, il y avait la chorale, les gens du village, plus ma mère, plus mes sœurs. Oui, on chantait tous les dimanches, les cantiques à Noël, tous les dimanches chez nous. C'est mon père qui était directeur de chorale. Puis je dois dire que, en parlant de l'église à Saint-Hippolyte, quand on parle de la messe de minuit, des moments émouvants, là, parce qu'il y avait 3 messes, hein, à la messe de minuit, c'était 3 messes. Il y avait la messe de minuit et 2 autres messes après. Et quand à minuit, je dois dire là, que tous les lustres, toutes les lumières allumées à minuit dans une petite église, et l'église était pleine à craquer, des gens debout en arrière, plein. Et qu'on voyait, j'en ai larmes aux yeux, puis qu'on voyait l'horloge à minuit -2, -3, -2, c'est sûr que la chorale en était toute là.
Et que mon père, à minuit, ben, il chantait le Minuit chrétien. Ça, je n'oublierai jamais ça. Il a chanté ça pendant des années. Puis, l'année que son père est décédé, Napoléon Clément, qui s'appelait mon grand-père, l'année qu'il est décédé dans les années 60 quelques, 64, 65, quelque chose comme ça. Quand il est décédé, on a eu le téléphone. Comme quoi son père était décédé à peu près vers 10 heures le soir. Puis à minuit, il chantait le Minuit chrétien. Là, on s'est dit, ça, jamais capable de le chanter. Tu viens d'apprendre que ton père est décédé. Mais il l'a chanté. Sans broncher. Bien, je veux dire, c'est sûr qu'il était pris ici, là. Mais, tu sais, nous autres, il va être capable de le rendre jusqu'au bout. Mais c'était vraiment magique. C'était beau. Puis mon père, c'est un autodidacte. Moi, je suis fière de mon père, ma mère aussi. Mais mon père, c'est peut-être plus impliqué au niveau de la communauté. Ma mère était plus... c'était un autre tempérament. Mon père, lui, était, tu sais, je veux dire, il fonçait. Mon père, c'était un fonceur. Puis, mon père a fait une 3e année seulement. Pourquoi? Parce qu'il devait aller travailler, parce que c'était un des plus vieux de la famille. Alors, il devait aller travailler pour nourrir les petites bouches. Des petits autres, petits frères et sœurs. Parce que mon père, lui, aurait voulu faire des études. Puis, il aurait eu la capacité de faire des études. Mon père aurait voulu faire un prêtre. Il dit, si j'aurais mis... Il y a eu 3 enfants à la place, là, mais quand même, ces 3 filles... mais s'il avait eu les sous, il se dirigeait vers la... Mon père est très croyant. C'est un homme très croyant. La messe le dimanche, c'était très sacré, là. C'est un privilège. Moi, je trouve que j'ai eu un privilège parce que j'ai connu beaucoup de choses. Tu sais, ça a tellement évolué, là, dans les années 50, 60, 80, 90. Ouf, ça a déboulé. Alors, on a connu beaucoup, notre siècle, on a connu beaucoup, beaucoup de choses. Fait que c'est une richesse, moi, je trouve ça une richesse. Moi, j'ai vécu une enfance très heureuse. J'ai des très, très beaux souvenirs et j'ai beaucoup de plaisir à le raconter parce que c'est pas du tout comparable avec aujourd'hui, mais c'est une belle période.